Dites-nous tout. Nous accueillons Kaloula Kalambay. Bonjour Kaloula. Bonjour Marie-Louise. Médecin, auteur, poète, né le 7 août 1951, quelque part en République démocratique du Congo. Quel est le nom de la ville ou du village où vous êtes né en RDC, Kaloula? Je suis né dans la ville qui s'appelait à l'époque Jadoville, qui a été rebaptisée, qui s'appelle Likasi. C'est dans le sud, au Katanga. Alors, en plus d'avoir travaillé pendant plus de 20 ans à l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, vous êtes président du conseil d'administration du Salon du livre de l'Outaouais. Vous êtes un artiste visuel, vous êtes un poète, on va y revenir. Vous écrivez de la poésie et vous vivez à Gatineau depuis 2013. Alors, Kaloula, comment c'était votre enfance au Congo? Parlons de ça, en RDC. Quel genre d'enfance vous avez eu, vous? Oui, bon, j'ai eu une enfance normale, c'est-à-dire que pas particulier. Mais j'étais déjà très attiré par l'art, par la peinture et l'écriture. J'aimais beaucoup lire tout petit. Donc c'est un univers qui m'a habité depuis ma tendre enfance. Ensuite, bon, je fais des études secondaires, primaires et secondaires comme tout le monde. Et puis vous allez en médecine, on est loin de la poésie quand même, bien qu'il y a beaucoup de médecins poètes. Je pense à Jean Désy, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, il y a des médecins dramaturges, Tchekhov. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont, les médecins, à écrire de la poésie puis du théâtre? Parlons-en, Kaloula. Je crois peut-être on pourrait voir l'écriture plutôt comme un exutoire. Je crois que c'est contact intime avec l'autre. C'est cette compassion de l'autre qui fait à un moment donné, on veut quand même s'exprimer, on veut se libérer. Et je crois que l'écriture devient à ce moment-là un allié formidable. Oui, parce qu'on voit des choses quand on pratique le métier comme vous l'avez pratiqué. Vous avez étudié la médecine à Kinshasa, plus tard aux États-Unis, mais vous avez d'abord été ce qu'on appelle un médecin de brousse en RDC. Qu'est-ce que c'est un médecin de brousse? Un médecin de brousse, c'est cette personne qui se retrouve en milieu rural, seule, et qui doit faire face à plusieurs problèmes de santé. Donc là, je suis médecin généraliste, mais ce qui est intéressant en étant médecin de brousse, en plus de soigner les maladies, on est aussi médecin des âmes, on est aussi à l'écoute de l'autre, on fait partie de la communauté, de la famille. Il y a une telle interaction, une telle intimité avec les personnes, avec les malades. On va au-delà de la maladie. On rentre vraiment dans l'intimité de l'être. Oui, il y a un contact intime avec les patients, les patientes, on peut imaginer. Puis il y a une responsabilité énorme, là, parce que là, si on arrive dans un village, puis on soigne quelqu'un, puis on rate son coup, disons, comment ça se passe? Ça, c'est le cauchemar de tous les médecins. D'ailleurs, à l'école, on nous a tous prévenus. Soyez prudents parce que votre premier acte va déterminer de votre séjour. Si vous ratez les premiers cas, vous êtes servi. Donc, je crois que c'est un cauchemar de tous les médecins qui se retrouvent en début de carrière, loin du filet de protection qu'on a, par exemple, dans les hôpitaux universitaires ou en centre-ville. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu aussi toute une complicité avec les religieuses. Et il y avait un petit hôpital, un petit dispensaire des religieuses qui avait un peu plus de matériel que moi je n'en avais. Et ceci a été quand même m'a aidé à bien démarrer, à avoir un bon démarrage. Ça a été une chance. À vous faire une bonne réputation. Alors, vous allez faire une spécialisation en santé publique aux États-Unis. Dans le cadre du travail que vous allez faire pendant toutes ces années avec l'OMS, vous avez travaillé dans 9 pays différents, dans des situations de guerre, créant des corridors humanitaires, par exemple au Burundi, au Rwanda, le RDC, parlons-en, c'est votre pays d'origine, a été marqué par une longue guerre civile. D'ailleurs, c'est pas réglé. Il y a encore de graves violences, des viols collectifs, des enfants soldats. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu, Kaloula? La misère humaine. La misère humaine est très forte, les désarrois. Vous savez, quand je vois les images aujourd'hui de l'Ukraine, on ne parle pas assez de ceux qui souffrent, de ceux qui se réveillent le matin et se retrouvent impliqués dans quelque chose d'horrible. Quelqu'un disait, et je suis d'accord avec lui, que la guerre, c'est une absurdité des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas disputés et qui meurent
au nom de gens qui se connaissent, qui se sont disputés et qui ne meurent pas. C'est beaucoup de misère. Les situations d'urgence, que ce soit des urgences provoquées par l'homme ou des urgences, des catastrophes naturelles, on voit ces dépouillements-là. Vous vous retrouvez dans une minute sans rien, sans repère. Et quelque chose qui est toujours impressionnant au moment où vous faites le couloir humanitaire, vous assistez la personne, et elle réalise le prix de la vie. C'est bien après qu'elle va rentrer dans le choc des pertes matérielles. Mais à l'instant, elle glorifie le fait d'être sauvée. Et ça, c'est un travail qui m'a beaucoup marqué. Aller secourir l'autre quand il est vraiment dépouillé, quand il ne reste plus que la vie comme bien précieux. Oui, on est au plus près de la vie dans ce temps-là. Le terme corridor humanitaire est revenu dans l'actualité. En ce qui a trait à ce qui se passe en Ukraine, les gens doivent sortir. On dit on établit des corridors humanitaires, puis qui ne sont pas nécessairement respectés par les Russes, par exemple. Qu'est-ce que c'est un corridor humanitaire, très exactement? Vous qui avez procédé à en créer, à en maintenir dans différentes situations en Afrique, Kalula? Oui, je crois que c'est cette plage de négociation où on essaie de raisonner des belligérants pour qu'on pense un peu à l'autre qui n'a rien à voir en fait avec cette dispute, mais qui paye le prix fort. Et à ce moment-là, on essaie de demander aux deux belligérants de permettre de sortir les civils qui n'ont rien à voir en fait avec... ils payent le prix, mais ils n'ont rien à voir avec cette dispute. C'est de la négociation? Oui, c'est de la négociation. Parfois, c'est pas toujours évident, parce que vous devez négocier avec des gens qui opèrent sur un autre niveau. Vous n'avez pas le même degré d'appréciation de la vie de l'individu. Là, il y a un bras de fer, ça se passe à un niveau très élevé, mais l'humain, qui lui n'a rien à voir, il faut essayer d'amener sa valeur dans les négociations pour qu'on puisse permettre de le sortir de là. Et ça, ce sont des moments de négociation assez intenses, assez difficiles. En tout cas, on n'en sort pas vierge, on sort traumatisé de ça. Vous diriez que vous êtes sorti traumatisé de ça, Kalula? Ben, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas sortir... la force, l'intensité de la misère qu'on vit dans ce genre de situations ne peut pas vous laisser indifférent. Si vous êtes d'accord qu'on est d'abord humain, donc, et plein de compassion, c'est quelque chose, on ne peut pas... On sort toujours marqué par... Oui. Des dynamiques très probants aussi. Vous avez, j'imagine, dans le travail de médecin que vous avez fait dans le cadre de ce travail humanitaire, là, dans des zones de guerre, des zones de dévastation, de génocide, vous avez j'imagine déjà, est-ce que vous avez soigné des enfants soldats, par exemple, ou des meurtriers, ou des gens qui avaient violé des femmes? Comment on se comporte comme médecin pour trouver la force d'aider tout le monde, peu importe la place qu'ils ont eue dans le conflit? Ce principe de neutralité qu'on demande aux humanitaires, c'est quelque chose de précieux qu'il faut considérer. Et souvent, d'ailleurs, ils sont à tort associés à un camp ou à un autre. Je crois qu'il faut célébrer cette capacité de se dépasser, où vous voyez l'humain, vous ne voyez pas le drapeau, la couleur qu'il a prise pour déconner ou pas, mais vous essayez de voir comment vous pouvez sauver la vie. Le principe étant, il faut sauver des vies. Peu importe la vie, Kalula. Alors, l'écriture est venue, vous l'avez dit au départ, très tôt dans votre vie, puis dans la pratique de la médecine, comme un exutoire, comme une catharsis, on peut imaginer. Pourquoi la poésie, Kalula? La poésie a le mérite d'être dense, d'être court. On ne prend pas un long processus de rédaction. Vous savez, quand vous voulez écrire un récit ou un récit de vie, ou même des nouvelles, vous devez créer l'ambiance, l'atmosphère pour commencer l'écriture. Ça demande beaucoup de temps. Alors que la poésie, ça a ce côté instantané. Le mot a toute la puissance des sentiments que vous voulez exprimer. Et là, elle permet justement de mieux et vite traduire l'émotion que vous portez. Elle
m'a servi pour moi d'être un peu comme le carnet, le journal. Donc, à la fin de la journée, vous retenez les grands événements de la journée, vous les mettez par écrit. Et d'ailleurs, grâce à ça, plus tard, maintenant, j'essaye d'étayer ça, j'essaie de rentrer pour écrire, pour un peu être plus explicite. La poésie est dense pour prendre l'image instantanée. Voilà. Alors, vous avez accepté aujourd'hui, et ça, c'est une primeur quand même, de lire un extrait de votre prochain recueil, celui qui n'est toujours pas publié. Alors, le titre, parlons-en avant de vous entendre, Le charme de l'hiver. Alors, je me disais ce matin qu'Alula, qui est né en RDC, sous le chaud soleil de l'Afrique, j'imagine que le charme de l'hiver, vous avez eu à vous pratiquer pour le trouver, là, Kalula Kalambay. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est ça. Il fallait travailler un peu. Hein. Oui, c'est le charme de l'hiver en temps de pandémie. Ah oui, ça aussi. C'est un peu un cri pour un clin d'œil pour que nous puissions casser les murs des ghettos culturels. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, né au soleil, sous les tropiques, l'hiver, qu'est-ce que j'ai aimé l'hiver? C'est glacial. Mais si on dépasse ça, à ce moment-là, effectivement, on peut aller trouver le charme dans l'hiver. On vous écoute, Kalula Kalambay, dans un extrait de ce recueil à venir, Le charme de l'hiver. Merci beaucoup. La météo est formelle. Il y aura beaucoup de neige cette nuit. Un système dépressionnaire généreux venant du sud nous laissera à la clé 10 à 20 cm de neige. Les impératifs des officiels sont clairs. Il va faire froid, très froid. La prudence routière est de mise. Sinon, restez chez vous. On ne se sent pas concerné, aucune course essentielle au programme. On sublime le confort du confinement. L'interdit est un délice. Au petit matin, un soleil radieux à la limite du voyeurisme s'infiltre incessant dans notre chambre et dévoile sans pudeur un ciel serein enrobé dans une tunique translucide, en mousseline bleu azur, ornée des franges argentées aux allures hypnotiques. La séduction est fatale. La résistance éphémère, la faiblesse humaine mise à l'épreuve. On succombe à la succulence de la pomme et on sympathise avec Adam. Une frénésie hystérique subit ma vie. Je m'empresse d'enfiler dans l'ordre des vêtements d'hiver d'après le prescrit. Comment affronter sereinement le froid canadien? Un outil indispensable pour ne pas se laisser surprendre. Ne dit-on pas par ici qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais habits? Enveloppé comme un astronaute, je valide le dicton et vais à la conquête de la marina de Elmer à Gatineau. Trahison, le char a pris froid et ne démarre pas. Une autre leçon d'hiver. À proximité, une voiture providentielle et un quart de Salvateur nous tire d'affaire. Quelques minutes plus tard, sur place, l'extase. La vue est féerique. L'étendue de la poudreuse dans une pureté céleste embrasse tendrement à l'horizon le ciel offert à un amant consentant dans toute sa nudité sensuelle. La symbiose du céleste et du terrestre est divine. Je frissonne, hésite un moment, submergé par le sentiment coupable de commettre un sacrilège. Merci. Ça vous a... Non, mais la marina, hein, c'est là que ça se passe. Docteur Kalambay. Oui, ça se passe à la marina. Alors, on va placer les références parce que vous avez publié plusieurs recueils de poèmes, des récits aussi de votre travail comme médecin à l'OMS, chez différentes maisons d'édition, édition Édilivre notamment. On va placer les références de vos livres, Kalula Kalambay, sur notre site web. Et on attend ce recueil pour l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Louise, c'est très gentil d'avoir été votre invité. On vous a beaucoup aimé aussi. À bientôt. À bientôt, merci, ciao.